Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau organisé par Big Media, le média des entrepreneurs engagés, et la French Care. On est sur le stand de BPI et c'est dans le cadre de Santexpo évidemment et en partenariat avec Doctissimo. Je suis le docteur Gérald de Kierzek, je suis médecin urgentiste, mais la deuxième casquette c'est d'être directeur médical du site numéro 1 Média Santé. On a plus de 6 millions de visiteurs uniques mensuels et aujourd'hui on va parler évidemment dans le cadre de Santexpo et dans le cadre de la French Care et de Big Media de santé numérique. C'est vrai que le numérique en santé c'est en pleine expansion, on a l'impression que ça fait des années que c'est en pleine expansion. De l'autre côté, on a un système de santé de plus en plus, non pas en expansion, mais qui est en train d'être en souffrance. Et l'objectif de ce plateau, c'est de savoir si justement le numérique peut nous aider à combiner les contraintes du système de santé avec les innovations numériques, aussi bien en termes de prévention, c'est-à-dire avant le recours aux professionnels de santé, mais aussi au moment du recours aux professionnels de santé. On va parler beaucoup d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de télémédecine. Et puis, il y a après, une fois qu'on a vu le professionnel de santé, est-ce que le numérique là aussi peut aider? Bref, c'est une question assez cruciale dans un contexte de pénurie. C'est vrai qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait un problème de désert médical, de sujet de services d'urgence qui ferment ou saturés ou de maternité. On parle beaucoup de consultation à distance, on parle beaucoup aussi de prévention qui est devenu un peu le concept ou le terme à la mode. Eh bien, on va parler de tout ça avant, pendant et après le parcours de santé finalement. Et c'était l'intitulé des questions et du sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Autant de questions qui vont être adressées par nos invités avec Anne Van de Candelère. Bonjour Anne. Bonjour, ouf, j'ai réussi à le dire une fois. Si vous le permettez, je vous appellerai par votre prénom. Et vous êtes marketing manager chez Terraillon. Alors Terraillon, on en a une image un peu plutôt dans la cuisine et pas tellement dans la santé, plutôt sur des instruments. Vous nous expliquerez justement comment vous êtes en train de changer tout ça et comment vous êtes vraiment impliqué dans la santé et dans le numérique en santé en particulier. Loïc Etienne, bonjour. Bonjour à vous. Docteur Loïc Etienne, médecin urgentiste, président de Medvir. Tout à fait, je ne sais pas si le micro marche, mais peut-être le mettre un petit peu plus près, voilà, et je pense qu'il fonctionne. Et président de Medvir, Medvir c'est une société justement qui, en tant que médecin, vous donnez un peu l'outil pour, j'allais dire s'auto-diagnostiquer. C'est pas ça, mais en tout cas orienter les patients et les patientes pour pouvoir leur donner dans ce système de santé un bon guide de navigation. Mais vous nous en parlerez juste après. Surtout, vous êtes un des pionniers. Je crois qu'il y a vraiment un regard depuis quelques années déjà dans le numérique. Hélas. Et là, je ne sais pas, au contraire, c'est une vision intéressante. Et puis donc, ça, c'est la consultation avec le professionnel de santé. Et puis, il y a après la consultation, une fois qu'on ressort avec une ordonnance ou pas, une fois qu'on ressort avec des médicaments ou pas. Et quand on ressort avec des médicaments, eh bien, on a Talel Hakimi qui intervient. Bonjour. Bonjour. Qui est CEO de LiveMed. LiveMed qui est une start-up française et qui est spécialisée dans la livraison de médicaments avec les pharmaciens, pas à la place des pharmaciens. Et je crois que ça, c'est important. Parce que quand on parle de parcours de santé ou quand on parle de parcours de soins, c'est plutôt des complémentarités. Et je crois que vous, dans la livraison de médicaments, c'est vraiment cette complémentarité que vous jouez avec un maillon. Mais on en reparlera dans quelques minutes. Anne, je me tourne vers vous. Terraillon est très impliqué, je le disais, dans le marché de la santé. C'est assez nouveau, l'image qu'on en a, c'est plutôt une image autour de l'univers culinaire ou éventuellement du pèse-personne, mais ça va bien au-delà, une espèce de mutation un peu sur le marché de la santé. Racontez-nous de quand ça date, pourquoi cette orientation et ce que vous faites. Oui, merci. Alors donc effectivement, on a inventé la balance de cuisine et le premier pèse-personne dans les années 50. Donc ça remonte, mais depuis on a évolué avec le temps et on a aussi été vers la santé connectée. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin, une mission de prévention aussi pour suivre ces indicateurs santé à domicile au quotidien, justement dans ce parcours du patient avant d'aller chez son médecin. Avec aussi tous les problèmes d'obésité et de surpoids. On sait qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plus d'un adulte sur deux qui a des problèmes de surpoids et d'obésité. Et en fait, on a créé notre application MyHealth depuis une dizaine d'années qui permet de suivre sur la même application ces données. Son état de santé, ses données de santé recueillies justement par un certain nombre de dispositifs. D'objets connectés qui sont fabriqués par Terraillon. Je suis allé voir votre site, c'est relativement impressionnant. Des pèse-personnes, des tensiomètres, des dispositifs autour du sommeil. On est vraiment sur une espèce d'approche un peu holistique de la santé préventive. Tout à fait. En fait, pour nous, la santé, c'est un peu à l'interconnexion finalement de
de l'activité physique, de la nutrition aussi. On a une balance nutritionnelle, du sommeil aussi, du mieux dormir, où on a là effectivement des produits d'aide au sommeil. Et on va même jusqu'à la santé mentale, où on va bientôt lancer aussi un produit de méditation pour aider aussi à se relaxer. Donc on a effectivement aujourd'hui une vision de la santé complète, du mieux-être finalement, un accompagnement du patient sur toutes les données de la santé. Ouais. 1950, plutôt l'univers des balances de cuisine. 2024, l'univers de la santé. À quel moment ça s'est opéré ? Il y a eu une volonté stratégique, il y a un CEO qui a dit voilà, maintenant on va aller sur le marché de la santé, ou ça s'est fait finalement dans un continuum et progressivement ? Non, je dirais qu'il y a eu une accélération il y a 10 ans, justement, avec finalement l'invention des premiers personnes connectées, qui a permis effectivement de créer notre propre application et de créer cet écosystème de produits connectés autour du personne qui reste quand même vraiment le produit phare. Puisque effectivement le poids est vraiment aussi un indicateur de santé très important avec les masses corporelles. Mais en fait, on l'a fait vivre aussi pendant ces 10 dernières années. On a rajouté des indicateurs, des nouvelles courbes de suivi et on continue finalement à faire de l'amélioration continue et on aimerait aussi effectivement être peut-être plus proche des médecins. On participe à une étude de l'AP-HP sur les déserts médicaux, vous en parliez, justement pour équiper des patients de personnes connectées, de tensiomètres connectés, de trackers d'activité. Et qui enverrait les données à l'équipe médicale. Exactement. Justement pour jouer justement cette complémentarité et ce parcours de santé ou ce parcours de soins. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu vers ça qu'on veut aller aussi et c'est d'où notre présence aussi à Santexpo aujourd'hui. Vous parlez d'une application. Souvent dans ce monde-là, le seul problème, c'est que c'est un peu captif avec des systèmes propriétaires, qu'il y a peu d'interaction, de connectivité possible, d'interopérabilité. Comment vous adressez le sujet ? Alors, on est connecté avec Google Health et Apple Santé. Donc, on est une application plutôt ouverte. Et justement, elle est en perpétuelle évolution. On aimerait bien y intégrer l'IA aussi. Forcément, on suit notre temps aussi. Pour apporter aussi de plus en plus de conseils personnalisés aussi aux patients. L'importance de la prévention, c'est quelque chose qui est affiché maintenant comme étant un peu l'engagement de Terraillon, en disant il y a les soins, il y a le désert médicaux, on en a parlé, c'est pas votre sujet à la limite, mais en amont, vous souhaitez intervenir avec un vrai engagement quasiment de santé publique ? Oui, c'est vraiment un engagement, une mission de santé et de bien-être pour effectivement proposer surtout des produits accessibles dans le quotidien des Français. Ça a toujours été aussi le positionnement de Terraillon. On sait qu'on a d'autres acteurs dans l'univers qui vont être peut-être positionnés sur des prix plus élevés. Nous, on reste accessible. On est aussi une entreprise française avec des produits faciles d'accès aussi surtout. Oui, et puis vous êtes dans la maison, au plus près des gens, avec un contexte économique qui est compliqué aussi. Quand vous disiez ça fait une dizaine d'années, moi je m'attendais à ce que vous me disiez non, la bascule ça a été 2020-2021, le Covid. Le Covid a changé la donne ou pas ? Il y a une génération un peu plus soucieuse de sa santé, ça a accéléré les choses ? Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu un effet des personnes qui ont certainement peut-être fait des excès, qui ont voulu se peser peut-être à la fin du Covid. Donc il y a eu un boom plutôt à la fin du Covid. Depuis ça s'est tassé, mais par contre, en fait, on sent plutôt une prise de conscience du bien-être avec beaucoup plus d'activité physique, de soins à la nutrition et je pense que les patients sont aussi plus dans l'univers du bien-être, de la détente, du mieux dormir. Il y a une prise de conscience finalement que la santé, c'est pas juste ces indicateurs-là, c'est le bien manger, le bien dormir, le bien-être en général. Il y a un effet générationnel. Les jeunes sont plus enclins que les personnes d'un âge moyen, et alors qu'on retrouve la santé après, ou une préoccupation de santé quand on arrive à la retraite, par exemple. Comment vous voyez le marché, parce que c'est le marché de la santé pour vous, et comment vous adressez ces différentes cibles ? Alors justement, c'est vrai qu'on a une cible qui on va dire, un âge moyen autour de 40 ans, et c'est vrai que c'est aussi la notoriété de la marque, de ceux qui l'ont connue depuis justement ces années, le boom des années 60-70. La fameuse balance dans la cuisine. Exactement, ou qui est maintenant chez les grands-parents. Mais c'est vrai que là, c'est un peu mon challenge aujourd'hui d'arriver à toucher la nouvelle génération. Alors, on le fait via les réseaux sociaux, bien sûr, ouais. Et l'influence, tous les nouveaux canaux de communication pour toucher cette nouvelle génération, pour qu'elle prenne conscience un peu aussi de ce bien-être. On fait des guides pour mieux manger, mieux dormir, et on essaie effectivement de les toucher avec tous ces nouveaux médias. Et puis sur des sujets aussi, on parlait de la nutrition, mais le sujet de santé mentale, qui est un sujet majeur quand même dans la jeune génération. Et là, il y a un effet Covid malheureusement assez péjoratif. Ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué et que vous essayez là aussi de
de Ouais. cibler. Tout à fait. Là, même sur le mieux dormir, le sommeil en général, on a fait un micro-trottoir encore récemment et on voyait qu'il y avait, y compris sur des jeunes, il y avait une personne sur deux à peu près qui avait des problèmes de sommeil qui sont souvent finalement liés à des troubles aussi de la santé mentale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus de solutions naturelles finalement aussi, de la luminothérapie, de la sonothérapie. Oui, ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. On ne passe pas par le médicament et avec un cercle vicieux sur le poids notamment et la nutrition. Vous restez avec nous, Anne, puisqu'on va enchaîner avec le deuxième intervenant. Puis après, je vous poserai des questions un peu à tous sur l'évolution et comment vous voyez la suite. Je me tourne maintenant vers Loïc, parce que maintenant qu'on a fait la prévention avec les balances, les objets connectés, etc., parfois, il y a quand même un symptôme qui arrive. Et quand il y a un symptôme qui se présente, il faut une réponse médicale. Loïc, vous êtes urgentiste, pionnier de la télémédecine, je le disais. Présentez-nous en quelques secondes ou minutes votre parcours et l'aboutissement à Medvir, parce que Medvir, c'est ce que vous faites actuellement. Absolument, oui. C'est pour ça que je disais hélas tout à l'heure, parce que ça fait 40 ans que je fais de la médecine, en particulier la médecine pendant la nuit, et donc SOS Médecins et Urgence Médicale de Paris. Et on a été en 87 complètement abasourdis par le fait qu'il y avait des tas de gens qui nous appelaient pour n'importe quoi et d'autres gens qui ne nous appelaient pas alors qu'ils auraient dû nous appeler beaucoup plus tôt. Donc on s'est dit, il faudrait peut-être apporter une solution à ça. Et il y avait une petite bestiole qui existait à l'époque, ça s'appelait le Minitel. Et donc on a mis en place un système pour répondre aux questions des gens. Et derrière, on a donc dû mettre en place une encyclopédie, ce qu'on appelle des FAQ, des Frequency Asked Questions. Et en même temps, on a mis en place un petit début de système expert, pas d'intelligence artificielle, mais enfin un petit début de système expert. Et grâce à ça, notre rôle a été de recueillir la parole du patient et d'essayer de lui donner des éléments de façon à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui appeler et dans quel délai. Et en fait, depuis 37 ans, je fais toujours la même chose, je ne vais pas changer. C'est avec un peu plus d'innovation quand même, un peu d'IA derrière. Et ça, c'est l'aboutissement, c'est Medvir. Alors, ça a été. Après, on a transféré ça sur drclick.com, qui était un site sur Internet. Donc, on a continué le même travail. Et Medvir existe depuis maintenant 10 ans. Et l'IA que nous utilisons existe depuis 2012. Donc, elle a 12 ans. Et ça va choquer un peu. On a l'impression de découvrir l'IA, ChatGPT, etc. Mais en fait, non. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. En fait, cet algorithme, il n'a pas bougé parce que ce qui change, c'est les datas, mais le raisonnement est toujours le même. Et ce que nous faisons, nous, en fait, nous intéressons à la sémiologie. Et donc, on s'intéresse à la parole du patient. La sémiologie, c'est les symptômes. C'est ce qu'exprime le patient, exactement, soit verbalement, soit physiquement éventuellement. Mais en tout cas, l'ensemble des signes qui aboutissent au diagnostic. Tout à fait. Alors, donc, on a recueilli tous ces symptômes, toutes les questions, et on est parti de ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine reconnue par tous les scientifiques. Et nous avons construit diagnostic par diagnostic en lisant des tas de choses de la littérature. Et nous avons maintenant 1200 diagnostics à l'intérieur de la machine, dont 270 maladies rares. J'ai mal à la tête, avec de la fièvre, etc. Je vais rentrer de manière assez intuitive mes symptômes. Exactement. Je peux dire que j'ai mal au bide, que je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Mais c'est un site, c'est medvir.com, je tape dessus, c'est un abonnement? Comment ça marche? Non, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est disponible que par l'intermédiaire de mutuelles, par exemple, mais on ne le fait pas ce qu'on appelle en B2C. Pourquoi ? Parce que le modèle économique, il n'existe pas. Et les gens ne sont pas prêts à payer. Ils sont prêts à payer en téléconsultation. Oui. Alors, ils sont prêts à payer en téléconsultation. Parce que ce n'est pas la téléconsultation, on est d'accord. Il n'y a pas un docteur qui va répondre. Non, mais c'est en amont. C'est en amont de la téléconsultation. C'est-à-dire qu'en fait, si le patient est interrogé par cette IA, elle va pouvoir recueillir ses symptômes et donner au médecin téléconsultant, lui donner l'anamnèse, des hypothèses diagnostiques et un niveau de gravité. Donc, il gagne du temps, oui, et surtout il gagne de la dire, pertinence. C'est feu vert, feu orange ou feu rouge. Feu rouge, il faut appeler le 15 tout de suite. Exactement. Feu orange, c'est mon médecin dans les 24 heures. Et feu vert, vous le verrez la semaine prochaine. Exactement, c'est ce que j'appelle de la régulation citoyenne. Et si on mettait ça à disposition de toute la population, si on avait mis ça à disposition de la population... Il n'y aurait plus d'encombrement des urgences. Il y aurait moins d'encombrement des urgences et surtout, vous avez parlé du Covid, on aurait pu, je pense, dépister les clusters qu'il y avait à Mulhouse, si toute la population avait eu un engin comme ça. Parce que grâce à la géolocalisation, on aurait pu savoir qu'il y avait le nouveau virus que nous avons détecté dès le mois de janvier 2020. On aurait pu déjà, à ce moment-là, commencer à repérer. Et s'il y a une nouvelle pandémie, j'espère que les pouvoirs publics vont se rendre compte que c'est indispensable pour que les patients soient des lanceurs d'alerte.
pour eux-mêmes et pour les autres. Et ça sert à ça, en fait, une IA. Ça ne remplace pas le médecin, ça permet aux patients de recueillir, de donner ces symptômes, et c'est à la machine à se dire, bon, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Justement, vous parlez du Covid. Le Covid a accéléré quelque chose, il y a eu une prise de conscience, la téléconsultation, on voit maintenant, est rentrée un peu dans le parcours de santé classique. Est-ce que votre système en amont de la téléconsultation, voilà, le Covid a été un accélérateur ? Oui, parce que, exactement comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y avait tout le problème de la solitude, il y avait tout le problème de cette pandémie qui nous a tous angoissés. Nous étions dans un monde absolument terrifiant et il fallait absolument qu'il y ait des réponses. Et il n'y avait pas de réponse qui était donnée. Et donc le Covid a été pour les gens à la fois une plongée dans une angoisse et en même temps le besoin d'aller rechercher avec des outils numériques, des solutions qu'ils n'avaient pas parce qu'il n'y avait plus de médecins, il n'y avait plus personne et il n'y avait plus que les hôpitaux qui fonctionnaient. Et des solutions personnalisées, c'est ça que vous appelez, c'est pas uniquement, nous chez Doctissimo, on a 6 millions de personnes qui chaque mois vont chercher de l'information santé, mais qui est de l'information santé vérifiée, validée, mais générale. Alors là, que nous, ce que vous apportez, c'est quelque chose de personnalisé en fonction des symptômes. Et en particulier également dans le domaine de la prévention, puisqu'on est capable de faire de la prévention en partant des facteurs de risque et on envisage 60 pathologies possibles en prévention primaire et secondo-tertiaire, mais pas en silo. Donc ça permet également de faire de la prévention et de le complémenter et de complémenter plus exactement des données qui peuvent être le pouls, la tension, la saturation, etc. Ça contextualise. Il y avait en Angleterre avec le NHS, l'équivalent de la sécurité sociale, un symptôme checker, quelque chose qui permettait, il y avait un petit bonhomme, on clique dessus, etc. Et ça permettait d'avoir une espèce de diagnostic ou en tout cas d'orientation. C'est un peu la même chose, c'est un symptôme checker. C'est ça, en mieux, c'est français, ça marche. Le NHS l'a arrêté. Le NHS a arrêté, Babylone a arrêté, tout le monde a arrêté. Je pense que c'est un problème de modèle économique et surtout un problème de pertinence parce que les systèmes qui ont été construits n'ont pas été construits sur de l'évidence-based médecine, mais ont été construits... C'est-à-dire sur de la médecine scientifique, fondée sur les preuves. Ont été basés sur les datas. Or, de construire sur les datas, c'est un risque énorme parce que les datas elles doivent être interprétées par un cerveau humain. Donc si on se fie aux data pour construire, et puis souvent les Américains disent garbage in, garbage out, c'est-à-dire que les data qu'on rentre en tant qu'urgentiste, je le vois bien, on code parfois des diagnostics, c'est un codage complètement farfelu. Donc si je rentre des mauvaises data, à la sortie j'ai des mauvaises data ou une mauvaise interprétation de la data. Exactement. Le NHS a arrêté, nous on a l'assurance maladie en France et l'assurance maladie a mon espace santé maintenant qui va être cet espace où il y aura un certain nombre de services, tout va être centralisé, du carnet de rendez-vous. En passant potentiellement par ce type de service, ça va être inclus dans mon espace santé. Comment vous positionnez? Moi, c'est ce que j'essaie de donner à certaines instances politiques, c'est-à-dire de leur dire, et au ministère, c'est de leur dire que si les gens n'utilisent pas le DMP, c'est parce que les médecins, ça ne leur sert à rien, et les patients, ça ne leur sert à rien. Alors que s'ils rentrent déjà des données au travers d'une application qui leur donne des hypothèses diagnostiques à niveau de gravité, et que c'est envoyé dans le DMP, à ce moment-là, ils vont stocker. Et donc, c'est grâce à des outils numériques qui vont permettre de fabriquer du sens que le DMP il pourra vivre. Donc, le DMP a besoin d'applications. Le DMP, c'est le dossier médical. Le dossier médical partagé. Ou personnel, ça dépend, ça a tellement changé depuis 2004. Et il y a besoin donc d'applications telles que celles que fait Terraillon ou d'autres applications qui permettent justement de fabriquer de la data ayant du sens. Ce qui ressort dans ce que vous dites, et notamment avec cette vision un peu historique des choses, en disant ça fait 37 ans que je fais ça, 1987 ou 97, le Minitel, etc. On a l'impression qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire que tout est réuni, mais qu'on n'arrive pas à cranter pour que ça soit que les 60 millions de Français, finalement, aient accès. Qu'est-ce qui manque? C'est les médecins qui bloquent? C'est l'ordre des médecins qui bloque? Qu'est-ce qui pose problème? Le patient ne paye pas, la santé est gratuite. Le médecin ne paye pas. L'assureur ne paye qu'à partir du moment où il a un panier de soins dans lequel il peut y trouver quelque chose. Il investit, s'il a un retour sur investissement. Et l'État fait des appels à projets, mais ne veut pas mettre un modèle économique pérenne avec un remboursement, pour l'instant. Tant qu'il n'y aura pas de remboursement, toutes les applications qui sont faites par toutes les startups actuellement ne pourront pas vivre et donc elles vont péricliter les unes après les autres. Il est urgent que le gouvernement arrête de distribuer de l'argent au travers des APP, etc., mais qui se lance dans le remboursement. De subventionner des fonds d'amorçage, etc. Voilà. Ce qu'il faut, c'est leur donner la possibilité, l'opportunité de rencontrer vraiment un marché, donc de financer le marché. Créer un modèle économique qui, pour l'instant, n'existe pas. Et pourtant, ça ferait des économies.
Ah bah ça ferait des économies, ça permettrait de diminuer considérablement l'errance diagnostique. On vient de faire 270 maladies rares avec Sanofi sur un système qui s'appelle Accelrare. On peut dépister comme ça des maladies qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. On peut diminuer l'accès aux urgences, on peut diminuer l'accès aux 15 et on peut aider à résoudre les déserts médicaux qui sont un problème qui va être de pire en pire. Il y a urgence non pas à remplacer le médecin, parce que malheureusement, il va falloir 12 ans. Vous poser, ça va remplacer le médecin ? Non. Ça va l'aider simplement à devenir un médecin augmenté. Et nous allons tous devenir des professionnels de santé augmentés grâce à l'intelligence artificielle. Mais ça ne remplacera jamais un médecin, parce qu'il ne faut pas oublier que la médecine, c'est d'abord et avant tout de la relation humaine entre un médecin et un patient, un professionnel de santé et un patient. Dernière question, il y a quand même un risque médico-légal. C'est-à-dire que qui a la responsabilité si quelqu'un rentre des symptômes et puis pas de bol, ça me disait de consulter dans une semaine, mais en réalité, il fallait consulter tout de suite. Mais vous avez votre cerveau en tant que médecin. C'est pas parce que Wes vous dit qu'il faut passer par là que vous allez médecin, faire. Mais en tant que patient, moi je suis patient, je rentre mes symptômes, j'ai de la fièvre, j'ai des céphalées. On me dit finalement, j'ai pas donné, peut-être que j'ai omis un symptôme important, peut-être que je ne l'ai pas déclaré au logiciel et malheureusement ça m'a donné un mauvais diagnostic entre guillemets, ou en tout cas une mauvaise orientation, et il y a un drame qui s'est produit. Qui endosse la responsabilité ? Eh bien, la responsabilité en fait appartient à celui qui utilise le CTA, puisqu'il y a ce qu'on appelle des CGU, des conditions générales d'utilisation. Et de toute façon, il y a toujours un médecin au bout, parce qu'on ne dit jamais, restez chez vous et puis mangez du donc à chaque fois, c'est une consultation. Après, c'est le délai de consultation. C'est la durée. Est-ce que c'est dans 24 heures ? Est-ce que c'est dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures ? Et par contre, ce qu'on a pu voir dans les études cliniques qui ont été faites, c'est que sur la gravité, en général, on ne se trompe pas. On ne passe pas à côté d'un AVC, parce que on ne c'est passe pas à assez côté d'un binaire. infarctus. Soit c'est très grave. Voilà, c'est parce que on reste dans les 5 niveaux d'urgence de la CCMU. Et donc, si vous êtes en 5, il faut appeler le 15. Si vous êtes en 1, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais il faut surveiller ça. Et surtout, si vous voyez qu'il apparaît ça et ça, là, il faut vous poser des questions. Alors, vous dites d'aller chez le médecin. Souvent, on ressort avec quoi de chez le médecin ? On sort avec une ordonnance et des tas de choses et des médicaments. Et des médicaments. Et la transition est toute faite avec, merci Loïc, avec Talel Hakimi, fondateur de LiveMed. C'est une jolie histoire, LiveMed. Alors, vous n'êtes pas pharmacien ? Non. Mais vous avez une grand-mère. Maman. Et c'est comme ça que c'est né, non ? C'est ma maman. C'est votre maman ? Oui. Et ouais, c'est assez simple. Moi, j'étais courtier en assurance, mais j'étais amené à quitter le bureau pour justement aller chercher des médicaments pour ma mère. Parce qu'elle avait, je dis grand-mère parce qu'à chaque fois à la télé, moi je dis, alors, vous savez, vos grand-mères, elles vous disaient de faire ça, etc. Oui. Mais là, c'est votre maman. Ça aurait pu être ma grand-mère, mais c'est ma mère qui me sollicitait le plus souvent pour aller chercher ses médicaments. Elle avait des préparations magistrales, donc toutes les semaines, il fallait les récupérer. Et moi, j'étais un adepte de tous les nouveaux usages. Je me faisais tout livrer chez moi, au bureau, à manger, des produits de première nécessité. Et je trouvais ça pas logique que la personne la moins apte à se déplacer, le malade, on n'ait pas de solution concrète à lui proposer en livraison. Et du coup, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. J'étais courtier en assurance. Du coup, premier réflexe, c'est je vendais des mutuelles. Donc, je me suis dit, les mutuelles, aujourd'hui, elles sont prêtes à prendre en charge la téléconsultation. C'est bien, je vois mon médecin, il m'apporte son diagnostic. Mais une fois que je ressors de chez le médecin, je suis livré à moi-même pour accéder aux soins. Donc, je n'ai pas pu me déplacer pour le médecin, mais je dois me déplacer pour le pharmacien. Et en fait, on vient compléter ce parcours. Alors que tout le monde le livre, que ce soit Amazon, que ce soit Uber Eats, etc. À peu près tous les pans de la société. Sauf les médicaments. C'est ça. Et c'est que le médicament, et c'est quand même une partie qui est assez réglementée et assez complexe à gérer pour la livraison de médicaments. Et c'est là où justement on avait un rôle à jouer. Donc le pharmacien n'est pas informaticien, donc c'est très compliqué de réussir à apporter une solution. Et surtout, c'est un des métiers qui est le plus en tension aujourd'hui. Ils ont du mal à recruter, donc c'est compliqué d'aller livrer tous ces patients. Donc nous, on leur apporte une solution logistique et surtout une solution digitale qui leur permet de référencer leurs 20 à 40 000 produits en temps réel avec la posologie, le stock, etc. Donc on est d'accord, vous travaillez, parce que j'allais vous poser la question, complémentarité ou concurrence avec l'officine ?
Complémentarité. Complémentarité, bien sûr. Maillage territorial aussi. On sait qu'il y a une officine pour 2500 habitants à peu près sur le territoire. À peu près, j'ai pas. Et donc, vous chiffre utilisez exact. ce maillage territorial. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser votre application. C'est en accès C'est direct, ça. c'est ça? C'est C'est LiveMed ça. en appli direct. Et en fait, au lieu que le médicament fasse 1000 km et qu'il vienne d'un site internet ou d'un entrepôt, Et donc, je scanne l'ordonnance. Comment ça se c'est passe? vous prenez en photo votre ordonnance, Ouais. vous la scannez, Je l'envoie à LiveMed. voilà, avec votre carte C'est sûr, vitale. ça? Bien sûr, c'est sécurisé, donc on a un HDS, hébergeur de données de santé agréé. On crypte la donnée de façon à ce que seul le pharmacien puisse avoir accès à ces informations. D'accord. Une fois que le pharmacien a pris le relais, donc c'est lui qui vérifie. Et donc, comment vous allez déterminer l'officine qui va aller livrer? C'est en fonction du stock C'est le patient et qui du choisit. lieu. Ah, c'est le patient qui va choisir. Voilà. Vous allez lui proposer une liste de pharmacies. Voilà, vous êtes allé un peu trop vite, il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous cherchez votre médicament et du coup on vous permet de savoir dans quelle pharmacie vous pouvez trouver votre médicament. Dans ce cas-là, au lieu de faire 15 pharmacies, vous savez que c'est dans tel pharma. Avec une géolocalisation. Voilà. Mais vous avez toujours le libre choix de la pharmacie parce que aujourd'hui les pharmaciens ils ont toujours un monopole. Donc je n'ai pas le droit, ou du moins la société n'a pas le droit de mettre en avant une pharmacie par rapport à une autre. Du coup c'est toujours le patient qui choisit sa pharmacie. Puis ensuite c'est le process classique, hein, c'est le pharmacien qui prend le relais. Vous avez toujours la possibilité de discuter avec lui, il peut vous apporter son conseil. Voilà, si jamais vous êtes une femme enceinte et qu'il y a un médicament potentiellement que vous ne pourrez pas Oui, il va prendre, vous aurez toujours contrôler la conformité de Exactement. l'ordonnance, les Exactement. contre-indications, etc. Et après, vous réintervenez. Alors nous, donc justement, on vient en fin de parcours pour récupérer les médicaments une fois que le pharmacien a validé dans un paquet scellé et opaque afin de permettre de garder le secret médical et on l'apporte au domicile du patient dans les 30 minutes qui suivent. Ce qui veut dire que vous avez des coursiers, des livreurs partout en France? Partout en France, sauf dans les déserts médicaux, là où c'est un peu compliqué d'avoir des coursiers et de pouvoir livrer en moins d'une heure. Du coup, dans ces zones-là, on livre en J+1. Ça veut dire on ne peut pas vous livrer dans l'heure, mais par contre, on peut vous livrer le lendemain Et matin. donc, il y a quelqu'un qui va aller se déplacer de la région à côté ou de la ville à côté Non, pour pouvoir chercher. on a des prestataires spécialisés donc pour la livraison en J+1. Combien ça me coûte? Alors, la journée, c'est 4,99 dans un rayon 4,99 € pour me C'est faire ça. livrer mes médicaments chez moi. C'est ça. Et la nuit, c'est 9,60 € parce que la nuit, c'est plus compliqué d'avoir des livreurs. C'est une Et vous pharmacie de arrivez à garde. vivre? Alors, justement, le service est pris en charge par des mutuelles, donc je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, justement, le fait que j'étais courtier en assurance, on a eu un business model qui était beaucoup plus innovant. C'était de se dire, le pharmacien, sa marge est réduite vu que le médicament est conventionné, et le français n'a pas l'habitude de payer pour le médicament, encore moins pour se les faire livrer. Donc, du coup, on s'est dit que ceux qui ont tout intérêt à prendre en charge ce service, c'est les mutuelles et la sécurité sociale. Pourquoi? Une personne qui n'est pas en rupture de soins, ou du moins qui a accès à ses médicaments, ne va pas se Ça sera retrouver aux peut-être une urgences. réhospitalisation en moins, bien sûr. Exactement. Et surtout, ça permet aussi aux mutuelles de se démarquer, comme pour la téléconsultation. Et Aujourd'hui, donc, il y ça a veut dire pas- que c'est la mutuelle qui rembourse les 4,99 € ou les C'est 9,99 €. Mais moi, ma question, c'est 4,99 €, ça paye même pas l'essence. pour on a d'autres modèles. Il faut Après, du volume. oui. Après, aujourd'hui, nous, il fallait que ce soit un service accessible. Il ne faut pas que ce soit un service que pour le CSP+. Donc, forcément, c'est un tarif où on a très peu de marge, effectivement. Mais on arrive justement à se démarquer en ayant justement la possibilité, en donnant la possibilité au labo de se mettre en avant sur notre application. Donc, monétiser, par exemple, D'accord, donc vous avez l'audience. d'autres sources de revenus. Exactement. Le pharmacien, on lui donne la possibilité, par exemple, d'avoir son propre site internet. Et dans ce cas-là, il faut Et qu'il de paye communiquer. s'il veut justement communiquer sur une marque propre. Et c'est comme ça qu'on se rémunère. C'est quasiment une mission de service public parce que derrière, vous le disiez, alors, il y a des airs médicaux, même si c'est à J+1, mais ça permet pour des personnes âgées un peu isolées d'avoir ce médicament qui est indispensable. C'est probablement une meilleure observance aussi. On sait que le vrai sujet, c'est l'observance des traitements. On a beau prescrire, derrière, si le traitement n'est pas pris, ça sert strictement à rien. Cette mission de service public, elle est reconnue, elle est valorisée. Bien sûr. Alors, c'est très compliqué parce que souvent, on est résumé à un simple service de logistique, de logisticien, de livraison de médicaments à domicile. Sauf qu'il y a plein de choses avant. En fait, par exemple, de digitaliser le pharmacien, c'est par exemple lui donner des outils pour qu'il puisse traiter la carte vitale à distance, la carte mutuelle à distance, l'ordonnance, etc. Et tout ça, c'est des outils qu'on développe une fois, mais qu'ensuite qu'on met à disposition du pharmacien. Mais on s'est rendu compte, une fois qu'on a connecté la pharmacie, on peut apporter des informations très utiles aux
au grand public. Donc par exemple, le fait de savoir le stock en temps réel de la pharmacie. En cas de pénurie, au moins je ne suis pas en rupture de soins, je peux trouver mon médicament. Mais il y a aussi après la délivrance du médicament, au lieu que le pharmacien me mette la posologie sur la boîte, on va dire à l'ancienne, maintenant avec l'application mobile, je vais pouvoir avoir des notifications qui me rappellent de prendre mon médicament une fois le matin, une fois le soir. Et ça améliore l'observance et encore une fois, ça évite des ruptures de soins et des hospitalisations. Si meilleure observance, travail en complémentarité avec l'officine, les pharmaciens doivent être hyper contents. Parce que c'est un service finalement qui leur évite de sortir de la pharmacie. S'il n'y a pas de préparateur parce qu'ils n'ont pas pu en recruter, etc., vous leur enlevez une épine du pied. On va même plus loin. C'est-à-dire que si le pharmacien, là je reviens un petit peu sur les zones rurales, il y a des pharmaciens qui livrent, j'ai envie de dire, leurs patients habitués, mais ça arrive très rarement où c'est quasiment impossible en centre-ville. C'est compliqué parce qu'il doit y avoir toujours dans l'officine le pharmacien qui doit être toujours un docteur en pharmacie à l'intérieur de la pharmacie. C'est un métier qui est en tension, ils ont du mal à recruter. Donc d'une part, comme je disais, on arrive à les aider là-dessus. Et on va jusqu'à même payer le pharmacien pour qu'il aille livrer le patient. Donc nous, quoi qu'il arrive, quand on paye un pharmacien ou un livreur, pour nous, c'est la même chose. Mais ça donne beaucoup plus de crédibilité, c'est beaucoup plus rassurant que ce soit votre pharmacien qui vient à votre domicile et vous apporter ses conseils de vive voix. Si les pharmaciens sont contents, l'ordre est content ? L'ordre est un peu moins content, donc là ça fait un an qu'on essaye. On a du mal à discuter avec eux, j'ai envie de dire toutes les startups. Pourquoi ? C'est à eux qu'il faut poser la question. En tout cas, nous, Non, mais parce qu'on voit bien que c'est pas à la place du pharmacien, qu'il y a des gros acteurs internationaux, notamment Amazon ou d'autres, pour ne pas les citer, qui s'intéressent au marché et qui, eux, pour le coup, le jour où ils vont disrupter, ils vont vraiment disrupter. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'embêter avec le match territorial, etc. Donc il y aurait tout à gagner à être dans ce jeu un peu à somme variable et pas à somme nulle, en disant finalement, on a chacun notre rôle, on est un des maillons et nous, on va peut-être aider aussi à garder ce monopole et à protéger le monopole de la pharmacie, non ? LiveMed s'est développé quand même assez rapidement. C'est vrai que les 2 premières années pendant le Covid, on n'a pas été dérangé, ni par l'ordre, ni par qui que ce soit. Ça a braqué un peu, c'est ça, les une fois que ça a pris de l'ampleur et que ça a commencé à être un petit peu l'application, c'est devenu un peu la porte d'entrée à la pharmacie. Je ne peux pas dire que c'est devenu le Doctolib de la pharma, c'est devenu le réflexe. Le réflexe des Français pour la bobologie, c'est le pharmacien. J'ai mal à la tête, je vais voir mon pharmacien. Bien sûr, c'est un acteur de santé. Moi, je dis souvent, il y a 2 endroits ouverts H24, c'est les urgences et c'est la pharmacie de garde. Exactement. Bien sûr. Et nous, on a démocratisé, on a rendu en tout cas la pharmacie accessible en quelques clics pour le grand public. Et ça fait peur, c'est de se dire, nous pharmaciens, on va devoir passer entre guillemets, ou du moins, j'ai envie de dire, c'est un procès d'intention. Ils ont peur de ce qu'on peut devenir plus tard. Et nous, on essaye de rassurer là-dessus en expliquant que justement, on met encore plus en avant les pharmaciens de proximité. Et donc, si vous aviez un message à passer à Karine Wolf, la présidente de l'Ordre, c'est quoi ? C'est recevez-nous, discutons. Recevez-nous, on discute. Et les pharmaciens ont tout à gagner dans cette histoire. Vous verrez que la preuve, aujourd'hui, 10% des officines travaillent avec nous, malgré en tout cas l'opposition de l'Ordre. C'est ce qui prouve qu'il y a vraiment, on répond réellement à un besoin pour les pharmaciens et surtout pour les patients et le grand public. Anne, qu'est-ce que vous pensez de ce service ? Je trouve ça forcément génial, justement parce qu'on parlait un peu du problème d'accessibilité, des déserts médicaux. C'est vrai que je comprends qu'il y ait un peu de réticence parce que c'est l'évolution, mais tout le monde va aller vers ça en fait. Il faut qu'on ait accès à tous ces services le plus facilement possible. C'est le sens du progrès en fait. C'est vers ça qu'on doit aller. Et le point commun finalement entre Medvir et LiveMed, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas à la place, mais c'est en complémentarité avec les acteurs qui existent, et notamment l'acteur pharmaceutique ou l'acteur médical. Pareil pour ce service d'intelligence artificielle, d'intelligence humaine augmentée, c'est ça comment qu'on l'appelle. Qu'est-ce que vous pensez de Medvir ? Moi, ça m'a fait penser à une conférence que j'avais entendue récemment autour de l'IA et la médecine, avec ce qui se passe aux États-Unis, finalement, où l'IA risque de remplacer un petit peu les recherches qu'on fait en automédication sur Internet. C'est un peu un danger, et justement, d'avoir une propre solution qui vient des médecins, est plutôt rassurant en fait, en se disant ça vient dans un monde un peu de fake news ou de fausses informations, sûre, où là ça serait assez la source est sûre, c'est rassurant, ouais, tout à fait.
Loïc, sur l'IVMED? Moi, je trouve que, en fait, je vais vous dire, quand j'étais médecin urgentiste, notre problème très souvent, c'était que les gens, ils aient des médicaments. Et donc, il y a plusieurs sociétés qui ont essayé de se monter, il y a de ça assez longtemps, qui essayaient de faire ça, ce que vous faites, qui ont toutes périclité parce qu'en fait, il y avait un blocage. Et donc, je suis très, très content que vous arriviez à faire ça et vraiment, je vous félicite parce que c'est un véritable il n'est besoin. pas le seul en plus. Moi, j'ai vu pas mal maintenant de boîtes qui commencent à. C'est un vrai besoin. On ne va pas dire copier. Après, c'est tant mieux. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Mais c'est vrai que on va dire que nous, on a essuyé un peu les plâtres pour les autres, parce que du coup, on est un peu le leader du marché. Donc, on est la première, on a la tête en avant, quoi. Du coup, on essaye d'ouvrir des portes, tant bien que mal, mais ensuite, quand il y a des concurrents qui arrivent, c'est que il y a vraiment un besoin, en tout cas, du grand public. Et c'est un vrai besoin en plus, parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec en urgence, je parle en urgence, on se débrouille avec une vingtaine de médicaments, dont la plupart sont des médicaments de médication familiale. Donc si vous avez pas de Doliprane chez vous, vous n'avez pas d'ibuprofène, parce que vous êtes bien embêté. Alors finalement, Efferalgan, tout ça, on va donner on fait plein noms. paracétamol, ibuprofène, etc. Ouais. Il y a des tas de médicaments qui peuvent être, dont les gens ont besoin, et qui sont des médicaments de médication familiale qu'ils n'ont pas, ou ne serait-ce qu'un antibiotique, par exemple. C'est amoxicilline, etc. C'est extrêmement important parce qu'on en a véritablement besoin parce qu'on est de plus en plus dans une désertification médicale. Donc c'est absolument important, et je pense que toutes les solutions digitales, et quand vous parliez de prévention, le poids, par exemple, le poids pour les insuffisants cardiaques, une variation de poids chez un insuffisant cardiaque qui prend du poids en 2 jours, c'est l'édème pulmonaire à 3 heures du matin. Donc c'est essentiel. Donc avec des indicateurs comme ça, le pouls, la tension, le poids, la saturation, etc., on arrive à faire de la prévention. Et là, l'urgentiste peut arriver derrière en levant son doigt et dire il faudrait peut-être faire quelque chose. Oui, l'urgentiste ou le logiciel Medvir d'ailleurs, ou en tout cas l'intelligence, parce qu'on imagine bien justement, c'est intéressant cette notion de prise de poids, parce que Terraillon, vous faites des balances, ces balances elles sont connectées, elles vont recueillir des datas. Si vous avez les antécédents et notamment de l'insuffisance cardiaque, une prise de poids rapide, vous allez vous dire c'est une décompensation cardiaque. Surtout s'il y a un logiciel derrière ou quelque chose qui va permettre de montrer le petit drapeau rouge. Vous allez jusque là ou pas chez Terraillon? Alors pas pour l'instant, mais c'est vrai que pour nous c'est un peu l'avenir de la télémédecine, de pouvoir avoir des alertes finalement qui sont envoyées aux médecins. Ou télésurveillance ou téléprévention, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, en particulier dans les pathologies graves qui nécessitent un suivi régulier, ou pour des populations seniors, on peut imaginer ça complètement comme service mis en place. Qu'est-ce qui manque là? Parce qu'encore une fois, on a l'impression que depuis 37 ou 40 ans, les choses se font, etc. Mais ce qui manque, ce n'est pas tellement la technologie. La technologie, on l'a maintenant. Il y a autre chose qui va manquer. C'est une volonté politique. L'adoption des services. C'est le fait de rendre le service. Oui, mais le grand public adoptera. C'est-à-dire que si on dit ça sauve des vies, ils vont adopter sans aucun problème ce sujet-là. On a l'impression qu'il manque quelque chose d'autre. Ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe, par exemple, dans une grosse société comme la vôtre? Tout à fait, parce qu'il faut à la fois que Là, il y a 2 startups, et puis, Terraillon, pardon, mais c'est pas une startup. Si on a la tête d'une startup, on est une PME, on est une vingtaine en France. Non, il y a vraiment besoin que les patients prennent effectivement ce réflexe du numérique, du connecté. Le virage, il n'est pas encore chez tout le monde. Et aussi, effectivement, que certainement les professionnels de santé aient aussi envie d'aller vers cette télémédecine et de suivre les datas de leurs patients avec des applications, et se mettre aussi à ce type de suivi. Parce qu'on voit bien le schéma assez génial. Hein. Je me pèse, je suis insuffisant cardiaque, j'ai pris du poids. Bing, l'IA de Loïc-Étienne Medvir va me dire c'est potentiellement, il va poser 2-3 questions complémentaires. C'est une décompensation cardiaque. Hop, on envoie chez le médecin qui valide le truc. Et Thalel, il livre le furosémide, pas de nom de marque, on a dit le furosémide, le diurétique pour pouvoir justement adapter la dose. Donc on voit bien, et l'impression que ça donne en étant à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du système, c'est que finalement il y a plein de choses, mais c'est très archipélisé, c'est très balkanisé, c'est pas interconnecté. Donc il manque vraiment cette espèce de schéma organisateur. Ça va venir? Mon espace santé, je pense que c'est la solution. Nous, on attend avec impatience la e-prescription. Ça fait 2 ans qu'elle doit arriver. Aujourd'hui, les ordonnances, nous, elles passent par nous, elles sont transmises au pharmacien. Et c'est lui qui doit soit appeler le prescripteur, utiliser tous les outils qu'il a. En tout cas, il n'en a pas beaucoup pour savoir si l'ordonnance a déjà été utilisée ou pas. Donc aujourd'hui, pour sécuriser, on est encore dans une médecine un peu à la papa. On est dans une médecine où j'écris avec mon stylo les ordonnances. Bon, ok, j'ai ma balance connectée, ça va me donner les éléments. Mais finalement, qu'est-ce que ça
ça devient pas grand-chose. Et si je suis un suivant cardiaque, la prise de poids, c'est pas quelque chose qui pour moi va m'évoquer quelque chose. Pareil, du côté, on n'est pas au stade du Minitel, mais on est quand même dans un truc où Ça a bougé, bien sûr. Mais oui, mais tant qu'il n'y aura pas une volonté politique quelque part pour arriver à faire un modèle économique, j'y reviens là. Mais tous les ministres on n'y arrivera pas. se gargarisent de faire de la santé connectée, de la prévention. C'est un discours politique. C'est un discours, mais derrière vous avez le politique avec a un des problème. investissements. On est sur le stand de la French Care, de BPI. Il y a vraiment des investissements qui sont mis. Mais le problème, c'est que le politique, lui, enfin les pouvoirs publics, disons, pour être plus précis, se réfugient derrière quelque chose qui est de dire oui, mais les médecins, ils en veulent pas. Et c'est vrai que quand vous parliez de l'ordre tout à l'heure, ordre des pharmaciens, ordre des médecins, ça commence à bouger. Moi, j'ai été invité, par exemple, par l'ordre des médecins, un think tank. On se rend compte que les médecins se rendent compte qu'il est indispensable d'accompagner toutes ces applications, et l'intelligence artificielle n'est pas un ennemi, c'est un allié. C'est pour ça que je parle d'intelligence médicale augmentée, d'intelligence humaine augmentée, parce que c'est comme ça qu'on va arriver petit à petit à décoincer le système et de faire que le politique va finir par dire bon, la faculté est d'accord, allons-y, et le financier, c'est-à-dire le régime complémentaire et le régime obligatoire, à ce moment-là, s'infiltreront dans la brèche, et on y arrivera. Mais tant qu'il n'y aura pas je pense que c'est les médecins, nous les médecins, qui détenons le pouvoir de faire bouger les choses. C'est à nous de faire bouger les choses. C'est Francis Blanche qui disait il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Parce que sinon, on va se retrouver dans une situation effectivement où on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est un peu comme ceux qui diraient je veux pas de Google ou je veux pas d'Internet. On voit bien que c'est pas possible et qu'il faut effectivement accompagner et embarquer et aller avec. Surtout que c'est pas au détriment ni des médecins ni des pharmaciens. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais que vous nous donniez un peu votre vision d'avenir ou sur les points qui bloquent, ce qu'il faudrait changer. Vous êtes ministre de la Santé demain, Talel. Qu'est-ce que vous faites ? Si je suis ministre de la Santé, oui, j'accélère tout ce qui est déjà en cours. Parce que, comme il disait... Et là aussi, vous êtes dans la complementarité. On ne prend pas la place de Frédéric Valtou ou de Catherine Vautrin qui se rassure, évidemment. Mais voilà, c'est une hypothèse intellectuelle. Non, j'ai la chance d'être dans les Alpes-Maritimes. Donc moi, j'ai pu tester la carte vitale 100% digitalisée. C'est-à-dire que je ne me déplace plus avec ma carte vitale. Donc sur le téléphone portable, c'est ça, parce que c'était une région test de l'assurance maladie. Voilà, on a de la chance, région test. Du coup, chez le dentiste, chez le pharmacien, j'envoie un QR code où je monte mon téléphone, je scanne. Le pharmacien a accès à tout mon dossier. En espérant, d'ici fin 2024, il aura accès à mes ordonnances. Si j'utilise une de vos balances, il aura accès à l'historique de... vous avez quel âge ? 27 ans. D'accord. À 77 ans, comment on fait ? Comment je Pour fais les gens qui ont 77 ans aujourd'hui ? Alors, ils ont des aidants. Moi, comme ma mère et ma grand-mère, justement, c'est moi qui... Par exemple, ma mère, maintenant, ce que je fais, c'est je commande sur l'appli et c'est elle qui le reçoit à la maison. L'un n'empêche pas l'autre, entre guillemets. Il y a toujours des solutions. Et je vais prendre l'exemple encore de mes grands-parents. Ils utilisent Facebook, à mon avis. Enfin, en tout cas, nous, notre expérience utilisateur, elle est beaucoup plus simple que Facebook. Oui, du moins, on voit moins sur de Doctissimo, on a beaucoup de Facebook. personnes qui utilisent. Voilà. Donc vous accélérez, Donc, vous libéralisez et virage numérique, mais en donnant vraiment les moyens. Exactement. Et par exemple, pour les médecins, il y a des solutions. Et je pense que... Alors, je vais revenir un petit peu à ce qui a été fait. Vous avez parlé du DMP. Le DMP, c'était le patient, s'il a envie, il souscrit. Maintenant, c'est une autre méthode, c'est on l'impose, entre guillemets. Ouais, et opt-out, on se décoche. Voilà, au lieu de l'opt-in, c'est de l'opt-out. Et je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Mais ce virage a été pris et je pense qu'il va porter ses fruits sur l'année 2025. Loïc, ministre de la Santé. Alors moi, je pense que déjà, il faudrait revoir la totalité des études de médecine. Il faut qu'on ait des médecins qui soient des médecins internistes. Là, nous avons des médecins spécialistes. D'organes, du petit ou de la pathologie ultra rare, etc. C'est-à-dire, on est dans le silotage. Aussi, mais il n'y a pas de vision transversale. Donc déjà, il faut revoir les études de médecine. Deuxièmement, il faut écouter le patient. Donc il faut donner le moyen aux médecins de pouvoir écouter le patient, bien sûr en lui donnant peut-être une rémunération plus importante, mais surtout en lui faisant gagner du temps. Et comment on lui fait gagner du temps ? En donnant le pouvoir au patient d'exprimer sa plainte et de pouvoir donner ça au médecin. Si le médecin a déjà une anamnèse qui est déjà prête, quitte à la filtrer en amont justement par les outils électroniques, en amont d'une téléconsultation, en amont des urgences, en amont de la consultation du médecin. Il y a plein d'applis qui se développent, même avec le téléphone, regarder la couleur de l'œil, etc., la peau, et d'avoir même des vraies datas. Donc avec ça, on récupère donc de la data. Et le troisième élément,
c'est de pouvoir étudier la data, non pas comme étant une récupération, enfin un moyen de réfléchir, mais de se servir de notre cerveau de médecin pour interpréter la data et de pouvoir être en mesure, grâce à la géolocalisation, donc le RGPD, etc., moi je trouve que ça limite, ça limite. La géolocalisation est indispensable si on veut contextualiser les données, parce que quand vous dites votre poids, votre taille, etc., ça dépend de vos antécédents et ça dépend de l'endroit où vous êtes. Le contexte médical. Le contexte médical est absolument essentiel. Et des mesures comme ça, il en faut mais plein. avec des données sécurisées, parce qu'il y a une grande bien sûr. Madame la ministre, en tout cas, hypothétique, Anne, 1 minute pour conclure. Moi j'investis dans la prévention, en fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Et finalement, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est de soigner. Donc c'est vraiment l'éducation, de la prévention, expliquer un petit peu vraiment aux patients comment avoir la bonne hygiène de vie aussi pour préserver sa santé. Ça veut dire que ça doit être des investissements et un retour qui ne sera pas dans le PLFSS de l'année d'après. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas assez d'investissement dans la prévention, parce que c'est pas immédiat en fait. Il faut voir la médecine à long terme aussi et la prévention à long terme. Merci, ça pourrait faire un bon triumvirat ministériel finalement. On en a 2 là, mais ça pourrait être, on pourra en avoir 3. En tout cas, merci à vous 3, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce plateau organisé par Big Media, la French Care et sous l'égide de BPI dans le cadre de Santexpo évidemment. Il y a plein de choses dans ce salon. Il n'y a pas que du numérique, derrière des innovations qui peuvent être autre chose que du numérique mais accessibles aux patients. Je pense notamment derrière, il y a un stand où quelqu'un fait des outils en bois pour que les personnes âgées puissent manipuler. Tout ça aussi, ça fait partie de l'innovation. Et dans le cas du vieillissement de la population, c'est un virage qu'il va falloir amorcer très vite et ce plateau était réalisé avec Doctissimo, premier média santé. Vous pouvez retrouver là aussi plein d'informations. Je crois qu'on est dans les temps. À bientôt. Merci.